Au village, on dit que quand le vent soulève le toit, ce n'est jamais pour montrer la propreté de la maison. Chers abonnés de Cameroun Flash, installation rapide, ouvrez bien les oreilles, accrochez la chaise, et jouons un petit jeu pour voir qui connaît le pays mieux que les experts autoproclamés. Question du jour, selon vous, quel est l'ingrédient secret qui fait trembler plus de militants au RDPC qu'un communiqué de la présidence? La peur? Les fraudes? Les élites? Ou tout à la fois? Gardez la réponse en tête, vous allez vite comprendre pourquoi ce jeu n'a rien d'un divertissement, mais tout d'une radiographie sans anesthésie de ce qui se passe vraiment derrière les murs d'Etoudi. Aujourd'hui, on plonge dans un coup de gueule monumental, lancé par un homme qui connaît la maison présidentielle comme sa propre poche. Un ancien de l'appareil, un vétéran qui a vu, entendu, subi, et fini par exploser. Ce n'est pas un message, ce n'est pas un avis, c'est une déflagration. Les dossiers qu'il étale ne sont pas simplement lourds, ils sont radioactifs. Tellement radioactifs que même les murs d'Etoudi, s'ils pouvaient parler, demanderaient une protection anti-rayons. Dans ce grand titre du jour, vous allez découvrir pourquoi il affirme que le RDPC est un malade admis en soins intensifs, atteint d'une maladie que même les plantes médicinales de nos arrière-grand-mères ne peuvent plus soigner. Un parti, dit-il, rongé jusqu'à l'os par les fraudes, la corruption, les élites mercenaires, et un immobilisme devenu religion d'État. Au passage, il secoue tout le monde, cadres, chefs de village, sous-préfets, et même les « bras cassés » qu'il voit pendus aux branches du parti comme des feuilles mortes. Vous croyez que c'est une simple critique? Pas du tout. L'homme décrit des scènes qui dépassent la fiction, des bureaux de vote qui affichent 200 votants alors que seulement 140 électeurs existent, des chefs de village organisant des votes fantômes comme s'ils vendaient des beignets, des urnes bourrées avant l'aube, des élites débarquant des 4x4 remplis de cash. Des villages entiers ivres de vin traditionnel après avoir touché leur part. Une pièce de théâtre absurde, sauf que la pièce n'est pas jouée au cinéma, mais bien lors d'une élection nationale. Et ce n'est que la première couche de peinture. Car selon lui, même à l'intérieur du parti, c'est la jungle, achat de vote, querelles intestines, bastonnades entre militants portant pourtant le même pagne à l'effigie du président national. Certains militants cassent les urnes en réclamant le remboursement de l'argent qu'ils avaient investi. Oui, investi. On n'est plus dans la politique, on est dans l'économie parallèle. Puis arrive le passage le plus amer, la comparaison avec l'époque de l'UNC, quand l'école des cadres imposait encore un minimum de rigueur, quand on n'imaginait pas une république où les prisons regorgeaient d'anciens ministres. Aujourd'hui, selon lui, le mot « fraude » colle au parti comme une seconde peau. Et le pire, beaucoup auraient oublié jusqu'à la propre philosophie du fondateur, enterrée sous des décennies de dérives. Dans son explosion, il va plus loin, il affirme que le parti a échappé au président fondateur lui-même. Que des traîtres, tapis à l'intérieur, manipulent tout dans l'ombre. Que le score du 12 octobre 2025 est la preuve absolue de ce rejet. Et selon lui, la seule solution, le dernier espoir, serait un congrès de vérité, un tsunami interne pour faire tomber toutes les vieilles feuilles et renouveler l'élite une bonne fois pour toutes. Et alors que vous pensez qu'il a tout dit, il termine en ouvrant son propre coffre à regret. Il avoue avoir été exclu du RDPC pour avoir trop dit la vérité. Il raconte comment, même lors de son procès disciplinaire, on lui avait conseillé de se taire. Mais il n'a jamais pu, ni voulu. Aujourd'hui, il conclut que Dieu l'a protégé en l'éloignant d'un parti qu'il qualifie presque de navire pirate pris en otage par ceux qui auraient confisqué son âme. Ce qui arrive maintenant, vous devez l'entendre, car c'est une plongée dans des coulisses rarement dévoilées. Restez scotchés, parce que l'équipe de Cameroun Flash, comme toujours, est là pour vous servir l'actualité brûlante, travailler jour et nuit, avec une précision chirurgicale. Vous le savez, ici, pas de sommeil quand le Cameroun bouge. Mais avant de poursuivre ce dossier explosif, prenez une seconde, likez la vidéo pour propulser cette enquête au plus haut, abonnez-vous si vous débarquez dans la famille, et activez la cloche pour ne jamais manquer ce genre de révélation. Si c'est déjà fait, alors on peut continuer. Il y a des jours au Cameroun où même le soleil semble s'asseoir au carrefour pour écouter les histoires. Le genre de journée où un ancien du palais d'Etoudi, quelqu'un qui a mangé dans la marmite, respiré l'air climatisé de la haute, décidait soudainement d'ouvrir sa bouche comme un robinet cassé. Ce jour-là, les vents de Yaoundé n'ont pas seulement soufflé.
Ils ont porté des secrets, des bruits de couloir, des confidences de retraite, des « tu n'as rien entendu ici », des vérités qu'on garde normalement pour l'oreiller ou pour la confession. Sauf que cette fois, l'homme a sorti tout le sac, sans coller le dos au mur, sans regarder derrière. Il a parlé comme quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, et ça, au Cameroun, ce n'est jamais bon signe. L'affaire commence comme une colère de papa frustré. Une colère profonde, mûre, qui a pris le temps de mariner dans l'amertume et les déceptions. Lui, il dit que le RDPC est malade. Quand un Camerounais dit « malade », il ne parle pas de petit rhume. Il parle de maladie où même la tisane de grand-mère refuse de fonctionner, où le ngul n'a plus d'effet, où le ngombo se fâche. Il dit que le parti souffre de tout, de l'immobilisme, de la corruption, du favoritisme, du mépris, des élites mercenaires. C'est simple, si le pays était un corps, le parti serait l'organe qui a refusé de coopérer. Et pourtant, il continue de fonctionner, comme un moteur qui marche avec de l'eau. Ce qui frappe, c'est sa manière de raconter. L'homme n'est plus dans les métaphores diplomatiques. Il dit que la parole que Paul Biya ne prononce plus assez fort est devenue la seule potion capable de chasser les démons qui ont transformé le parti en boutique de quartier. Ce n'est même plus un parti, selon lui, c'est un marché de commerce triangulaire, où les marchandises, ce sont les consciences. Il parle de ça comme on raconte un secret familial, en fermant les yeux et en secouant la tête, comme pour dire « Comment sommes-nous arrivés ici ?» Il n'accuse pas seulement, il constate. Et ça fait encore plus mal. Il dit que la gouvernance souffre, que l'âge du président est chahuté, que sa longévité fait murmurer jusqu'aux arbres devant le palais. Mais le vrai venin, selon lui, c'est la fraude électorale. Pas la petite fraude improvisée au quartier, où on rajoute 2 bulletins comme celle dans la sauce. Non. Une fraude massive, industrielle, qui arrive chaque année comme les pluies de saison. Il souligne que dans certains bureaux de vote, les chiffres n'avaient plus de sens. Les inscrits étaient 140, les votants étaient 200. Même un enfant de maternelle ferait une crise devant ce calcul. Il raconte comment, dans les villages, le chef, en quête de promesses politiques, a laissé voter tout le monde, y compris les chèvres si elles avaient pu signer. Comment les élites venues de la capitale sont arrivées en 4x4, les coffres pleins de billets, prêts à arroser le village. Comment, dans l'euphorie du vin traditionnel, les habitants ont crié victoire sans même savoir ce qu'ils célébraient. Ce n'est pas seulement une fraude, dit-il, c'est une fête. Une fête financée par la démocratie elle-même. Il pose des questions que tout Camerounais pose à voix basse. Pourquoi avoir peur de dire ce qu'on voit? Pourquoi continuer de fermer les yeux? Pourquoi jouer les muets alors que tout le monde sait ce qui se passe? Il dit que le silence a trop duré. Que la peur ne nourrit plus personne. Que la vérité, même si elle déchire, doit sortir. Il parle avec l'énergie d'un parent qui répète la même chose depuis 20 ans et qui découvre que les enfants préfèrent toujours le désordre. Pour lui, le parti n'a plus de colonne vertébrale. Il n'a plus de valeur. Il a perdu son cap depuis qu'il a troqué le militantisme de conviction contre le militantisme de portefeuille. Il décrit des élites qui ne militent plus par idéologie mais par intérêt, comme des commerçants qui protègent leur stand. Il dit que les vrais militants sont devenus les figurants d'une pièce où seules les élites tiennent le premier rôle. Une pièce tragique, jouée en boucle, et dont personne ne veut écrire la dernière scène. Il appelle ça un mal incurable. Non pas parce qu'il n'y a pas de solution, mais parce que plus personne n'est prêt à les appliquer. Il dit que le parti est devenu une machine à reproduire les mêmes erreurs, encore et encore, au point où même ses propres membres ne savent plus comment arrêter le cycle. Il raconte tout cela avec un calme étrange, comme quelqu'un qui a pleuré en privé et qui décide enfin de sécher ses larmes pour dire « Voici ce que j'ai vu ». Et c'est précisément là que son récit change de ton. On sent qu'il ne parle plus seulement du parti. Il parle d'un système. D'une façon de gouverner. D'une manière de vivre la politique au Cameroun. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intéressante, parce qu'on comprend que ce coup de gueule n'est pas un simple règlement de compte. C'est un avertissement. Une alerte envoyée depuis les entrailles des tout-dits. Une vérité jetée sans filtre, comme on lance un pavé dans une mare trop calme. C'est là que l'histoire prend un virage digne d'un film nigérian du samedi soir.
Parce que, selon notre ancien de la maison, la fraude au RDPC, ce n'est plus un accident, ce n'est plus un dérapage, ce n'est même plus un secret mal gardé. Non. C'est devenu une véritable activité économique, avec ses fournisseurs, ses distributeurs, ses consommateurs, et surtout ses investisseurs officiels roulant en 4x4 Canada flambant neuf. Au village, on n'appelle même plus ça fraude, on dit simplement que les grands sont arrivés. Et quand les grands arrivent, c'est que les bulletins vont se multiplier comme les pains de la Bible, mais sans miracle, seulement avec motivation financière. Le bureau de vote du 12 octobre est devenu une légende nationale. 140 inscrits, 200 bulletins exprimés. Le genre d'équation que même les profs de maths du lycée refusent de corriger. Au quartier, on dit que c'est le type de problème où la calculatrice elle-même écrit NDEM sur l'écran. Pendant que certains votaient 2 fois, 3 fois, d'autres votaient à la place de cousins partis en mission, ou de voisins renvoyés exprès hors du village. Un vrai recyclage de votants. On a même chassé quelques halogènes pour désencombrer le processus. Avec tout ça, le chef du village, qui attendait un poste de conseiller municipal comme on attend une marmite de riz parfumé, a laissé passer tout ce qui respirait. Parce que dans ce pays, la promesse politique ouvre plus de portes qu'un trousseau de clés.